Bonjour et bienvenue sur le podcast Couple Heureux. Je m'appelle Pascal Kiankion et je vais partager avec vous toutes les clés pour être heureux à deux. Vous avez le sentiment de vivre une injustice dans votre couple, quelle qu'elle soit, parlons-en aujourd'hui. Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette émission. J'ai l'impression de vivre une injustice dans mon couple. C'est un sujet que j'ai voulu aborder parce que ça arrive malheureusement. Je dis malheureusement, j'entends bien que c'est un jugement, que certains aient cette impression de vivre une injustice. Et c'est systématiquement désagréable. J'ai personne qui me dit je vis une injustice, mais c'est pas grave, ça va, je le vis bien. Non. Que ce soit un problème de partage de tâches. D'ailleurs, j'ai enregistré une émission au tout début du mois de septembre là-dessus. Vous pouvez aller écouter les conseils que je propose pour le partage des tâches. Mais on pourrait déjà se dire, mais si c'est pour le partage des tâches, c'est pas grand-chose. C'est pas à nous d'évaluer la gravité du problème d'un autre. C'est à la personne qui le vit comme étant un problème d'évaluer la gravité. Surtout que le partage des tâches peut passer d'une simple, on va dire, je fais exprès de l'évaluer, parce que c'est une tendance naturelle que l'on a, d'une simple irrégularité, inégalité, je dirais, de fonctionnement, à presque une exploitation ou une forme d'esclavage interne. Hein. Donc ne vous voilons pas la face, des couples malheureusement vivent cette réalité. Ça peut être aussi un sentiment d'injustice dans l'occupation des enfants, voilà, qui prend en charge ceci ou cela par rapport aux enfants, par rapport aux finances, l'impression que l'un abuse de la situation financière de l'autre, que les services vont dans un seul sens et que l'autre finalement profite ou utilise l'autre pour son bien-être personnel et parfois même sexuel. Ça peut aussi toucher aux violences verbales qui font qu'il y a vraiment une impression d'injustice, donc il est vraiment injustice plus proche de la notion d'infraction quelque part, mais aussi de violence physique ou de maltraitance pour englober l'ensemble des violences, quelles que soient leurs origines. Et tout ça peut nourrir et légitimer une impression d'injustice dans un couple et évidemment ne peut pas être passé sous silence. Donc la première question que je posais, c'est que faire quand on a le sentiment, l'impression d'une injustice dans son couple. Ce qui est difficile, c'est qu'on est dans une approche subjective, relative. C'est une perception, une impression. On ne peut pas forcément caractériser cela comme étant une faute, une erreur, évaluer la gravité, etc. Ce qui fait que justement, ça complique la capacité que l'on peut avoir à condamner ou à montrer du doigt comme étant une anomalie, un dysfonctionnement, telle ou telle situation, telle ou telle attitude, telle ou telle parole, manière de parler, de se comporter, de ne rien faire, de faire, etc., de dire ou de ne rien dire. Donc, la première chose à faire, c'est surtout de ne pas rester sans rien faire. Et donc, la première action que je propose, vous verrez que ce sont des actions conditionnelles. La première action que je vous propose, elle n'est pas conditionnelle. Vous percevez, vous avez l'impression d'une injustice dans votre couple, mettez des mots, M-O-T-S, sur les mots, M-A-U-X, et trouvez les moyens d'exprimer ce qui ne va pas, ce qui va mal. Et un des premiers outils les plus accessibles, c'est de le faire par écrit, et de le faire par écrit en prenant son temps vraiment de se dire j'ai l'impression que quelque chose ne va pas dans mon couple, j'ai l'impression de subir une injustice dans tel domaine, j'ai l'impression d'être abusé financièrement ou verbalement, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas normal. Écrivez-le en cherchant les mots les plus adaptés pour dire ce que vous ressentez et vivez. Je sais que les mots sont limités parce que vous êtes obligé d'emprunter des mots qui existent, pas des mots que vous avez créés vous-même, mais des mots qui existent. D'accord ? Si vous avez besoin de créer des mots vous-même, donc on appelle ça un néologisme, sentez-vous libre. Pondez vos néologismes pour autant que vous savez quelle est l'acception, la définition que vous leur donnez, mais que ce soit vraiment quelque chose qui corresponde le plus proche possible à ce que vous vivez. Vous avez l'impression de vous débrouiller tout seul ou toute seule avec les enfants et que l'autre, votre conjoint, vivait comme s'il n'était pas parent du tout. Écrivez. Dites ce que ça vous fait. Pourquoi ? Écrivez les faits. Quand il est rentré tel jour à telle heure,
il a fait ça, il a fait ça, il a dit ça, il n'a pas fait ça, il n'a pas dit ça. Et j'ai vu que ça s'est produit tel jour, puis tel autre, son attitude a été la même à telle et telle situation. Voilà, que vous puissiez écrire de manière à commencer à vous rencontrer pour vous poser la question de savoir, mais est-ce que votre regard sur la situation est un regard qui est amplifié par une charge émotionnelle importante liée au fait que vous n'êtes pas bien en ce moment? Ou est-ce que vous le voyez comme étant une succession de faits avec répétition? Quel que soit le domaine, ça peut être un domaine isolé comme plusieurs domaines. Je peux parler de s'occuper des enfants, mais ça peut être les finances, sexualité, plus s'occuper des enfants, plus le partage des tâches, par exemple. Et écrivez-le. Pour vous. L'idée, c'est que vous écriviez à vous. Vous pouvez aussi écrire à votre conjoint. C'est aussi possible. Parce que parfois, quand on est avec son conjoint face à lui, on ne trouve pas les mots. On ne sait pas comment le dire. Alors j'encourage vraiment à commencer la lettre comme ça. Je préfère t'écrire pour prendre le temps de réfléchir à ce que je voudrais t'écrire et m'assurer que je ne serai pas interrompu pour vraiment peser les mots que je veux employer. Ça ne veut pas dire que ce que j'aurai écrit, le choix de mes mots seront parfaits, mais ils seront beaucoup plus proches de ce que je veux dire que si je devais le faire spontanément, par exemple, comme ça de visu devant toi. Ça ne veut pas du tout dire que vous avez peur de votre conjoint, ça veut pas du tout dire, même si il est possible que vous ayez peur de votre conjoint, mais ça ne veut pas forcément dire que vous avez peur de votre conjoint, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes en incapacité de verbalisation, ça veut juste dire que vous voulez centraliser, mobiliser votre énergie pour bien faire. Si vous avez l'ombre d'un doute, allez voir Barack Obama, interviewez-le et demandez-lui est-ce qu'il écrivait ses discours. Et la réponse sera bien évidemment. Est-ce qu'il écrivait ses discours parce qu'il avait peur de commettre une erreur? Est-ce qu'il écrivait ses discours parce qu'il avait peur de son auditoire? Non, il écrivait ses discours pour être sûr du choix des mots. Je parle de Barack Obama au hasard, ça m'est passé comme ça, j'aurais pu prendre n'importe quel autre grand orateur. Mais vous regardez les annonces actuelles qu'on nous fait sur le Covid-19, ils lisent leurs notes parce qu'ils ont pu prendre le temps, d'une part, beaucoup d'entre eux ne les ont pas écrits eux-mêmes, mais qu'importe, même s'ils avaient écrit eux-mêmes, ça aurait été pareil. Ils ont pu prendre le temps de réfléchir à leurs mots, à l'organisation de la pensée, à la manière dont ils allaient le dire et pourquoi ils allaient le dire comme ça et pas avant, et surtout veiller à ce que, voilà, dans l'écrit, veiller à ce qu'on soit sûr d'avoir tout dit, d'avoir dit les choses comme on le voudrait. Combien de conjoints me disent « mais ça m'est pas venu sur le moment, je lui ai dit ça, mais j'ai pas pensé à lui dire ceci ou cela ». Prenez le temps d'écrire. Et sentez-vous libre de pouvoir remettre ce courrier à votre conjoint. Vous pouvez aussi écrire à un ami ou à une amie. Attention de limiter le risque en ayant un ami du même sexe que le vôtre, pas forcément de votre sexe en tant que genre humain, mais de votre sexe amoureux. Si vous êtes une femme hétérosexuelle, mieux vaut vous confier à une autre femme plutôt qu'à un homme qui plus est pourrait être très proche de vous parce que vous simplement vous ouvrez la trappe du risque de vous retrouver dans les bras d'un autre. Par contre, si vous êtes homosexuel en tant que femme, eh bien confiez-vous à un homme plutôt. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste pour vous protéger, à moins que ça ne vous dérange pas, mais sachez que vous augmentez le risque à partir du moment où vous ouvrez une fenêtre de votre intimité sur quelqu'un à quelqu'un d'autre. Vous le faites entrer dans votre intimité et de fait, quand il est dans votre intimité, eh bien il est beaucoup plus proche de l'intérieur de vos bras. C'est juste une recommandation, prise de conscience. Mais après, vous faites comme bon vous semble. Vous pouvez aussi écrire à un professionnel. Et puis, j'ai vu, parce que je me promène sur les forums pour aller répondre à quelques questions, certains aiment écrire sur les forums. Mais si vous écrivez sur un forum, n'essayez pas de chercher à vous consoler en demandant est-ce que d'autres vivent la même chose que moi? Parce que c'est pas parce que d'autres vivent la même chose que vous que c'est normal que vous viviez ça. C'est pas parce que personne ne vit la même chose que vous que ce n'est pas normal que vous viviez ça. Donc, dans votre démarche, l'idée, c'est pas forcément d'aller savoir si d'autres vivent la même chose que vous. C'est peut-être d'avoir des conseils pour un thérapeute, peut-être si la personne est accompagnée par un thérapeute sur ce fameux forum et qu'elle en est satisfaite. Vous pouvez faire un téléaccompagnement avec un thérapeute, mais attention au forum dans le but simplement d'aller étaler sa vie en espérant trouver quelqu'un qui souffre de la même chose que vous. Si le fait d'avoir mis des mots sur des mots, qu'ils aient été écrits, qu'ils aient été oraux, d'abord, on est sur l'écrit, vous a fait du bien, eh bien, peut-être
que ça peut en rester là. Et quand je dis qu'il vous a fait du bien, c'est pas simplement en termes de ressenti, c'est que vous voyez que vous allez mieux, véritablement mieux, parce que la prise de hauteur vous a permis de regarder les choses autrement. Par conséquent, très bien, vous pouvez en rester là. Par contre, si vous estimez que vous avez besoin de plus que ça va mieux, mais je veux aller plus loin, eh bien, je vous invite à la deuxième étape qui est d'inviter à une écoute mutuelle. Et là, vous êtes face à votre conjoint pour chercher à vous entendre vous-même dans ce que vous allez formuler à votre conjoint. Parce que même si vous l'avez écrit, vous allez rajouter des choses, vous allez changer votre manière de le formuler, peut-être le ton, que sais-je. Et ça veut dire quelque chose. Et puis aussi pour entendre votre conjoint sur ce que vous avez dit, formulé, même si vous avez lu ce que vous avez écrit, par exemple. Ou bien que vous avez spontanément avec quelques notes et que vous n'avez pas lu, mais vous avez juste exprimé des éléments avec quelques notes pour vous souvenir de ce que vous vouliez dire. Donc, cette phase de l'écoute mutuelle a vraiment un bénéfice superbe à condition que l'on y aille dans une posture non accusatrice. C'est-à-dire qu'on y va avec la bienveillance, à partir du principe que le conjoint n'est pas un calculateur, manipulateur, et qu'en fait, il n'abuse pas de vos finances en stratégie, et que dans l'entretien que vous aurez, il essaiera de vous entourlouper. Si c'est là, vous savez que c'est squeezé. D'accord ? Donc, si c'est d'une posture dans laquelle vous êtes dans la bienveillance, dans la démarche initiale, super, vous sachez que vous pouvez aller dans cette démarche où vous allez vous écouter l'un l'autre, vous entendre l'un l'autre, pour finalement vous épouser, au sens étymologique. Si cette deuxième étape vous convient et que, à l'issue de cette phase d'écriture, puis de cette phase d'échange, de rencontre, d'écoute mutuelle, vous allez vraiment mieux et que votre couple va mieux, ok, vous pouvez vous arrêter là. Par contre, si vous vous dites c'est ok, mais je voudrais aller plus loin, ou bien c'est pas ok, vous pouvez passer à cette troisième étape qui consiste à demander de l'aide. Surtout, ne restez pas isolé en vous disant c'est vrai, il y a un truc qui ne va pas dans ma vie, l'entretien avec mon conjoint n'a pas été, mais bon, non, continuez à vouloir construire. Si l'autre ne veut pas faire le pas de l'entretien avec de la démarche d'aide, en fait, de se tourner vers un professionnel. Je dis professionnel parce que c'est ce qui me vient avec le plus d'efficacité, mais ça peut être vers un ami, vers des parents, vers des beaux-parents, je ne sais pas, mais ou d'autres couples peut-être, parce qu'il y a parfois des groupes dans certains pays, des groupes d'hommes, des groupes de femmes, ou des groupes de paroles conjugaux. Si l'autre ne veut pas faire la démarche d'aide avec vous, eh ben faites-la seule. Je vous rappelle, si vous avez déjà écouté les émissions précédentes, vous le savez, ou je vous informe, si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast Couple Heureux, que si un conjoint dans un couple change, il participe de fait au changement du couple. C'est comme au jeu d'échecs. Dès qu'il y a un pion qui se déplace, on a besoin de déplacer un autre pion. Parce qu'on met l'autre en danger, forcément. On met l'autre en déstabilisation. On a changé la donne. Donc, si un des conjoints change, le couple change. Et peut-être que le conjoint changera en face. Attention, l'idée n'est pas de changer pour faire changer l'autre. Non, l'idée est de changer parce qu'on veut changer soi. Sachant que si on change soi-même, par voie de conséquence inévitable, le couple changera. Et si, ayant demandé de l'aide, eh bien, on se rend compte que le couple va vraiment mieux, eh ben, super. On peut se dire, on a avancé avec cette étape où on a mis des mots sur les mots, on s'est invité à l'écoute mutuelle, on a demandé de l'aide extérieure et elle a été bénéfique, profitable, génial. Et mais si à la réponse vous dites bah oui, on a changé, on a évolué, sympa, mais c'est pas encore suffisant, ben allez vers l'étape qui consiste à se projeter de manière rationnelle. Fuyez les grandes décisions de coups de tête. Parce que ces grandes décisions de coup de tête sont prises avec une charge émotionnelle importante et par conséquent sont encore plus irrationnelles que les décisions irrationnelles. Ce que je veux dire, si je pouvais faire une échelle d'irrationalité de prise de décision. Donc, prenez les décisions en prenant le temps. Et si vous avez des décisions à prendre pour vous projeter de manière rationnelle, écrivez-les. Prenez un cahier, prenez une feuille, notez les décisions que vous voulez prendre, les raisons pour lesquelles vous voulez les prendre, ce que vous attendez et à quels besoins ces décisions vont-elles répondre. On n'est pas simplement se dire bah, ça va amener du changement, ça va être sympa.
Non, ça va répondre à tel besoin, à tel besoin et à tel besoin. Si je prends le cadre financier, j'ai le sentiment d'une injustice dans le domaine financier parce que mon conjoint abuse de mes ressources ou des ressources du foyer. Quelles décisions je vais prendre de manière rationnelle ou proposer de manière rationnelle sans les imposer au conjoint pour que je puisse sécuriser le domaine de nos finances? Et en quoi mes décisions que je proposais vont-elles les sécuriser? Jusqu'où? Mais en même temps, jusqu'où mon conjoint, ayant besoin d'être libre dans ses mouvements et dans ses dépenses, pourra-t-il l'être? J'ai besoin de poser cela de manière rationnelle, de manière à avoir une approche de décision qui sera davantage issue d'autre chose que de la chance. Le coup de bol, j'ai pris la bonne décision, mais j'ai eu de la chance, parce qu'en fait, je l'ai prise sur un coup de tête. Et puis qui, en plus, va limiter le risque de regret, où on aura besoin de changer la décision en permanence. Quand on la prend de manière plus rationnelle, on est beaucoup plus constructif. Je voudrais terminer avec un point important, au-delà de ces 4 éléments que je vous ai donnés, qui est que plus vous avez le sentiment que ce que vous vivez en termes d'injustice touche à votre intégrité, et plus il est urgent d'agir. Si l'impression d'être piégé survient, vous ressentez cette impression de dire mais finalement je suis coincé, et plus il est urgent d'agir. Parce qu'en réalité, vous n'êtes pas piégé. Vous avez le sentiment d'être piégé, impression, approche irrationnelle, mais vous n'êtes pas piégé parce que bien des solutions existent à la situation dans laquelle vous êtes. Donc même si vous êtes dans l'isolement, que vous n'avez plus d'amis, que vous êtes loin de votre famille, perdu, vous n'êtes pas piégé. Cessez de nourrir cette éventuelle croyance que vous avez à l'esprit. Il y a des solutions, elles existent. Prenez le temps de les poser, d'écrire, d'aller demander de l'aide et d'inviter l'écoute mutuelle. Si l'écoute mutuelle n'est pas possible en étape 2, passez directement à l'étape 3 pour aller demander de l'aide. Et faites le travail d'avoir des propositions écrites qui soient rationnelles, constructives, réfléchies, sans la charge émotionnelle qui généralement est la peur, qui cache peut-être la colère et éventuellement la honte avant de retrouver la tristesse. Je vous souhaite d'être heureux à deux et de faire en sorte, pour l'être, que si vous avez l'impression d'une injustice, vous ne laissiez pas les choses en l'état. À bientôt. Merci d'avoir été là pour cette émission, de l'avoir écoutée, et je compte sur vous pour partager avec des couples qui en ont besoin, des potes, des papotes, des amis, des voisins, des membres de votre famille, pour qu'ils puissent écouter cela. Pensez à vos 5 étoiles sur les réseaux sociaux, puis aussi à mettre des commentaires sur le blog Couple Heureux si vous avez des questions, des remarques, des préoccupations, sachant que si vous en avez besoin, je peux vous accompagner, vous n'êtes pas seul. Pour ce faire, il vous suffit d'aller sur couple-heureux.com et de demander un rendez-vous.